Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Pour commencer l'année sportivement, je vous propose une série d'exercices, pas plus d'une dizaine de minutes, voire une demi-heure selon le temps que vous aurez pour pouvoir être prêt pour pouvoir courir avec Rendez-vous. Alors on y va, je voudrais déjà vous proposer un petit peu d'échauffement. Le bruit que vous entendez, c'est mon ventre. Courez sur place. Levez les genoux. Voilà, ensuite vous passez talons-fesses comme ceci. Vous pouvez le faire en tournant. Petit coup de pub. Et on enchaîne sur des jumping jacks. Vous pouvez faire ces mouvements avant d'aller courir. Pouvoir augmenter le rythme cardiaque. Préparez votre corps à l'exercice. Alors on y va, je vous propose 6 exercices, à savoir 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Vous êtes prêts? On y va. Alors ce sont des exercices que tout le monde peut faire, mais également les runners ou ceux qui souhaitent s'y mettre, parce qu'on va renforcer notamment les cuisses et puis vous travaillez un peu le cardio, comme vous pouvez l'entendre. 1, 2, 3, 4, 5. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pendant 40 secondes. Gardez bien la position et on repart. Hop. Vous pouvez essayer de le faire un peu plus vite. Hop. Comme ceci. Donc ça c'est le premier exercice, 40 secondes. On va enchaîner sur un ensemble de fentes dans toutes les directions. Donc dans 6 directions, vous faites une jolie fente avant, comme ceci. Le genou touche presque par terre. Le genou avant ne dépasse pas le bout du pied. On revient sur le côté. En arrière et en diagonale. D'accord? Vous faites ça de chaque jambe. Les fentes, un excellent moyen de travailler tout le corps. Donc ça, c'était l'exercice numéro 2, 40 secondes, 20 secondes de repos de chaque côté. D'accord? Alors, on va enchaîner sur un troisième mouvement. Vous êtes prêts? On va sauter en avant et vous revenez avec des petits pas en arrière. D'accord? Hop, on travaille l'explosivité comme ceci. Vous redescendez en arrière pendant 40 secondes et on sent le cardio qui monte. Super. On continue avec un exercice qui va vous faire travailler comme ceci. Vous êtes en position de squat, vous ouvrez, vous écartez, vous revenez. Les petits pas sur l'avant du pied et de plus en plus vite. On y va, on y va. Hop, 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 hop. Super, vous sentez, ça commence à chauffer. Vous pouvez même faire ça dehors, pareil. En échauffement, c'est super efficace. Donc pareil, 40 secondes, 20 secondes de repos. On va faire quelque chose ensuite d'un peu plus calme au niveau du cardio. Squat sur une jambe, comme ceci, en avant. Veillez à ce que le genou ne rentre pas. Donc vous descendez sur une jambe. Et je peux vous dire que c'est efficace pour muscler les cuisses. Hop. Je ne vous demande pas de faire le pistol squat. On n'en est pas là encore. Voilà, gardez bien l'équilibre. Regardez devant vous. Et on y va. Pareil de l'autre côté. Alors, le prochain. Et c'est déjà le dernier. On va faire coude, genou. Hop, on travaille les obliques. Restez bien droit, rentrez le ventre. Serrez les fesses.
Et vous bougez le haut du corps, les bras comme ceci, pendant 40 secondes. Et vous aurez fait un premier tour, ça vous prendra 10 minutes. Vous faites 1 minute de pause et si vous voulez, vous progressivement faites une deuxième série, une troisième série et vous serez en super forme pour attaquer l'année. À bientôt pour un rendez-vous. Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Bonne année 2022 à tous, c'est la 3e saison de votre média en français de la région. Je suis Jenny Rachel et je me fais un plaisir de vous permettre des rencontres de vos voisins en espérant que les liens continuent en dehors du podcast. Alors, qui dit nouvelle année dit bonne résolution, bonne santé et pour une reprise pleine en forme. Et pour une reprise en pleine forme, j'accueille aujourd'hui une coach sportive spécialiste de la course à pied, vivant à Zurich, Maric Châtelain, fondatrice de Rendez-vous. D'ailleurs, cet épisode se finira en apothéose car Maric propose quelques mouvements sur la version YouTube du podcast que je vous invite à aller voir. Alors Maric est empreinte d'interculturalisme, de liens entre les langues et les cultures. Vous allez l'entendre, Maric, c'est la force aussi de la reconversion, de la passion, du hacker vaillant, rien d'impossible. Et pas étonnant que Maric soit devenue coach. Allez, bonne écoute. Bonjour Maric. Bonjour Jenny. Merci de participer à Franzine. Mais tout le plaisir est pour moi, merci de m'accueillir. Avec joie, je te suis sur Instagram, je vois comme tu es active, comme tu es arrivée à monter une communauté de runners autour de toi. Et oui, mon rêve devient réalité. Donc même moi, je dois dire, tu me donnes presque envie d'apprendre à courir, on en a parlé. Est-ce que tu peux me parler de ton activité de running ? Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé alors Rendez-vous, voilà, mon activité que j'ai appelée Rendez-vous, il y a tout juste 2 ans à Zurich et dans la région de Zurich. Et je propose des cours de course à pied, alors en petits groupes, des cours individuels, des plans d'entraînement, mais également des cours de français, donc de conversation en français en courant. Ah, donc il y a plusieurs facettes ? Tout à fait. Moi, je voyais le running comme quelque chose de solitaire. Alors justement, en choisissant le nom Rendez-vous, inspiré de rendez-vous forcément, je voulais insister sur un lieu de rencontre, se fixer une entrevue, mais également tenir sa parole, donc passer à l'action, pas seulement se dire en 2022 je voudrais courir, mais dire je prends un rendez-vous avec Maric et on va courir ensemble. Super, donc tu fais ça dans plusieurs endroits de Zurich ? Oui, alors moi je suis basée à Zollikonden, donc je donne des cours à Zollikonden, mais également à Dubendorf avec la communauté francophone. Et je me déplace dans plusieurs endroits, dans Zurich, même à Winterthur. Et d'où t'est venue cette idée de créer comme ça un coaching ? Tu cours depuis longtemps toi-même ? Oui, alors la course à pied, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Je cours depuis, on va dire, une 20aine d'années. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est mon bien-être. Après la naissance de mes enfants, voilà, je me suis dit, plutôt que de faire de l'escrime, qui était mon sport et ma passion, qui était difficile finalement j'avais du mal à trouver des horaires, puisque mon mari avait aussi un travail très prenant. Je me suis dit, non, il faut que je bouge, je vais enfiler mes baskets. Et voilà, et à partir de ce moment-là, c'était mon moment à moi, pour me sentir mieux dans mon corps, mais également mentalement beaucoup plus solide. Se vider la tête, mon moment de liberté dans une vie assez active. Et donc en arrivant en Suisse, ça a été comme une évidence finalement, puisqu'il a fallu que je me reconvertisse, que je reparte à zéro. On va en parler, oui. De me dire que mon point d'ancrage depuis toutes ces années et ma passion, c'est la course à pied. Ça m'a apporté énormément dans des moments difficiles. Et pourquoi je n'essaierais pas de faire vivre ces choses-là, de partager ces choses-là, tout ce qu'apporte la course à pied, cette école de vie, pour pouvoir non seulement apprendre à se dépasser, mais à devenir plus fort physiquement et mentalement. Bon, c'est une activité qui a eu le vent en poupe en plus avec les lockdowns, on voyait les gens courir. J'avais une question, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Est-ce que c'est un sport facile ? Aussi simple que de marcher, quoi, on va courir, hein, c'est une fonction basique chez l'homme, ou alors au contraire, il faut plutôt de l'entraînement, de la technique. Alors voilà, c'est une très bonne question. Beaucoup de personnes se disent « Oh là là, non, la course à pied, pas pour moi, parce que j'ai mal aux genoux, j'ai des problèmes, non. » Et en fait, tout le monde peut se mettre à la course à pied.
Par contre, justement, au travers de rendez-vous, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que on n'a pas besoin c'est de démystifier un petit peu cette idée que prendre un coach de running, c'est pour une certaine élite ou pour les gens qui cherchent vraiment la performance. Oui, c'est le cas, mais également tout le monde aurait tout intérêt, surtout dès le départ, à prendre un coach ou même venir à des cours pour apprendre la bonne posture, la bonne technique. Je donne aussi des fois des cours juste d'1 heure pour apprendre la posture de la tête aux pieds, qui permet ensuite de savoir bien courir dès le départ et d'éviter de se blesser. D'accord, donc Ouais. tu donnes vraiment les bases. Absolument. Est-ce qu'il vaut mieux mal faire que ne pas faire Alors en sport? là, malheureusement, on fait souvent mal parce qu'on fait comme on croit faire, bien faire. Mais le risque, c'est qu'on puisse après se blesser si on pratique sans avoir un petit peu une idée de comment son corps doit apprendre à s'adapter par étapes. Et malheureusement, pendant justement les lockdowns, beaucoup de personnes se sont mises à courir, ça c'est génial, mais un peu à tort et à travers. Et partir de rien et courir tous les jours, eh bien, il y a eu beaucoup de blessés. Malheureusement, d'accord. Et donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à se poser la question si c'est vraiment votre truc, parce que ça vous fait du bien, vous avez ce plaisir de courir, vous avez envie de continuer, investissez pour pouvoir courir sur le long terme et rejoignez nos groupes, contactez-moi, même pour 1 heure de temps en temps ou pour un plan d'entraînement. Et vraiment, ça vous permettra de grandir et d'apprécier encore plus. Le message est passé. Je crois que tu donnes aussi des cours en ligne, enfin, il y a plein de choses. Alors bon, après, c'est vraiment aussi à la carte, mais il y a la possibilité, notamment dans le cadre d'un plan d'entraînement pour un marathon, un semi-marathon, ou juste progresser en course à pied, de proposer des cours 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, des cours en ligne, donc sur Zoom par exemple, pour pouvoir faire du renforcement musculaire spécifique. Parce que c'est finalement, quand on regarde, le nombre de blessés en course à pied est assez important. Et chose que j'ignorais moi-même il y a quelques années. Je veux dire, pourquoi faire tous ces exercices à côté? Eh bien justement, pour pouvoir avoir un corps galbé, un corps qui puisse accepter tous ces chocs répétitifs qu'on lui impose. Oui, parce que c'est très efficace sur la silhouette, par contre. Oui, aussi. Je vais te poser une question. On parle souvent du mental, des sportifs. Et je voulais aussi mettre ça en relation, peut-être en quoi la course à pied influence ton mental, avec le fait que ce soit la première fois que tu es entrepreneuse. Parce que voilà, c'est aussi, j'imagine qu'il y a des coups de mou, on a besoin d'énergie, de se coacher soi-même. Alors, est-ce que tu peux me dire avec quel mental tu abordes ton entreprise ? Alors, je dirais, c'est vrai que c'est un peu comme un marathon. Un marathon, c'est quelque chose qui se prépare lentement. On a envie parfois de sauter des étapes, mais il faut se donner le temps, avoir l'objectif à long terme, et puis se créer des micro-objectifs pour pouvoir aller d'étape en étape et continuer à progresser vers quoi on a, vers notre objectif final. Donc pour moi, c'est vraiment créer cette communauté, pouvoir être connue et reconnue comme étant une experte dans le domaine, mais surtout une experte accessible, pas juste pour les gens qui souhaitent la performance à tout prix, mais pour tout le monde. Ah, très joli. Écoute, c'est encourageant, j'espère que le message passera. On peut te suivre sur Instagram. Ce que j'ai remarqué aussi sur Instagram, c'est que tu as un lien très très fort à la nature. Bon, tu sensibilises aussi sur tous les masques perdus, la pollution. Si tu veux me parler de la naissance de ce lien à la nature, est-ce que ça va de pair avec ton activité de courir, d'aller en forêt, cette liberté-là ? Alors voilà, tu nommes liberté. En fait, c'est ce premier sentiment quand on enfile ses chaussures de running, on sort de chez nous et on a le choix. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller tout droit. Et on est soi-même libre du chemin qu'on va prendre aujourd'hui. À gauche, j'ai une montagne, donc est-ce que j'ai vraiment envie d'aller me forcer? Tout droit, j'arrive au lac. Enfin, on est soi-même libre de choisir. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai que depuis toutes les années où depuis que je cours, ma zone de confort, au départ, j'ai vécu à Amsterdam pendant plus de 15 ans. Je me contentais de courir dans un parc. D'accord.
Et au bout d'un moment, le parc devenait trop petit. Et en fait, on court au fil des saisons. On voit toutes les petites transformations qui se passent dans la nature. La lumière joue un rôle important. Et en fait, ça devient un moment presque de méditation, selon la raison pour laquelle je vais courir aujourd'hui. Si j'ai un plan d'entraînement spécifique, ça sera peut-être différent. Mais en tous les cas, je pense que quand on court, mais quand on marche aussi, quand on passe beaucoup de temps dehors, on a tous les sens en éveil. En tout cas, c'est mon cas. J'ai tous les sens en éveil, j'observe énormément. Et ça m'apporte un apaisement, ça m'apporte ce petit sourire. Pour moi, courir, c'est un moment de gratitude. Et d'ailleurs, on dit quand on court, c'est bien de sourire, de pouvoir un petit peu, même quand c'est difficile, qu'on a une séance très dure aujourd'hui, juste faire ce petit sourire parce qu'en fait, on peut jouer des tours à notre cerveau. Tu vois, c'est ça le mental de sportif. Voilà, en lui faisant croire que malgré la difficulté, ça me plaît et le cerveau ne fera pas la différence. Et du coup, ce sourire nous apaise et nous apporte la force qu'il faut pour continuer et puis du bonheur. Oui, et de toute manière, dans l'effort physique le plus poussé, je crois qu'il y a des hormones un petit peu de bonheur qui se dégagent. Complètement, oui. C'est intéressant. Et donc, ces moments dans la nature, voilà, ma façon aussi de participer à ce que cette chance, ce bonheur de pouvoir être en plein air dans la nature, c'est si je vois notamment tous ces masques qui traînent, voilà, je les ramasse. Il y a toujours un petit bâton, quelque chose qu'on trouve, et je cours en les ramassant. Parfois, je fais donc du plugging, c'est-à-dire le fait de courir et de ramasser les déchets que je vais ensuite trier. Parfois, j'ai organisé aussi des activités plugging à plusieurs, avec des pinces. Notamment maintenant, il faut faire quand même attention, et pas juste des masques. Oui. On les prend, on les ramène aux poubelles pour les trier, et puis c'est notre petite contribution, notre give back à cette nature qui nous permet... Si chacun fait ça autour de chez lui, déjà, oui, c'est pas mal. Une différence. Bravo. Bon, j'aimerais revenir un petit peu plus sur ton parcours avant Zurich. Déjà, une première question qu'on doit tout le temps te poser. Quelle est l'origine de ton prénom ? Alors, mon prénom, ça se dit Marieke ou Marieke, pas Marieke. C'est un prénom d'origine flamande et hollandaise. Et en fait, mes parents ont été inspirés par une très jolie chanson de Jacques Brel, Ai Marieke, Marieke. Et donc, voilà l'origine de mon prénom. D'accord, Jacques Brel, la musique. Et donc, étonnamment, c'est vrai que j'ai vécu aux Pays-Bas, mon mari est néerlandais. Donc, c'était fait pour arriver. Prédestiné. Ton point de départ en France, c'était quelle région ? La Bretagne. La Bretagne. Des parents un peu écolos aussi ? Alors mes parents, là, ça va être difficile de voir jusqu'où je dois rentrer dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais c'est vrai que non, enfin écolo, oui, proche de la nature, on vivait quand même à la campagne, mais pas très loin de la mer, dans les Côtes-d'Armor. Et puis mes parents, oui, voilà, ils sont des artistes peintres. Et à un moment donné, peu avant ma naissance, ils ont vécu sur une petite île déserte en tant que un gardien d'une île. Et d'ailleurs, ma maman a eu le temps, mon papa a eu le temps de ramer jusqu'à la rive pour pouvoir, qu'elle accouche à temps. T'as failli naître sur l'eau. J'ai failli naître sur l'île. Et donc, oui, proche de la nature et des parents qui ont évolué d'artistes à devenir président, mon père, président d'une association culturelle pour faire bouger un peu les choses dans le village, fait un festival de musique dans la cathédrale et dans toutes les petites églises locales pendant 20 ans, où j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc, un genre d'entrepreneuriat, mais donc... sans être payé, puisqu'il le faisait en volontariat. Ça doit te porter quand même, toutes ces expériences. Je pense, sur le coup, parfois c'était pénible de vivre ça sans arrêt de l'intérieur et l'entendre parler de toutes ces activités. Mais malgré tout, je peux rebondir facilement sur donc on va repartir à zéro. Alors justement, tu as fait des études d'enseignement. Alors, j'ai fait une hypocagne, ensuite j'ai fait DUG, licence de français, de lettres modernes. Ensuite, j'ai enchaîné sur... finalement, je me suis dit, j'aimerais beaucoup enseigner, mais enseigner le français aux adultes. Donc, j'ai fait une licence de français langue étrangère, FLE, à Nantes.
Et suite à quoi, je souhaitais ouvrir mon école de langue, suite à un stage que j'avais fait qui m'avait beaucoup inspirée. Notamment, je suis partie aussi enseigner en Norvège. D'accord, dans déjà un dans petit des peu, tu es écoles. sortie de France. Donc oui, pour moi, les langues... Alors oui, les langues étrangères, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré depuis le départ. Pourquoi, je ne sais pas, mais je m'étais toujours dit, je partirais comme beaucoup de Bretons. On part aux quatre coins de France et du monde, et on revient toujours en Bretagne, qui sait, plus tard. Mais voilà, l'allemand. Bon, mais en tout cas, l'enseignement te sert aujourd'hui, j'imagine, pour le coaching aussi. Oui, j'ai quand même cette formation pour pouvoir transmettre, absolument. Et finalement, tu ne pars pas forcément dans une carrière d'enseignante? C'est ça qui est très drôle. Bien sûr, j'ai donné des cours de français, notamment à la Maison Descartes, qui était l'Institut français d'Amsterdam, et en entreprise. Mais voilà, suite à mes études, j'ai vu une petite annonce pour un poste en informatique en région parisienne qui était lié aux langues. C'était une entreprise qui développait un logiciel pour apprendre les langues étrangères basé sur la reconnaissance vocale. Et à partir de ce moment-là, finalement, tout a changé puisque je suis passée dans le monde de l'entreprise. J'étais dans l'équipe éditoriale, voilà, pour adapter le logiciel aux différents pays en termes de contenu, etc. C'était passionnant. Et le monde de l'entreprise, après, t'as happé, t'as convaincu? J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Je partais de rien, voilà, venant d'études de lettres, on ne nous prépare pas du tout à ça. Donc, c'était pas très facile, mais voilà. Et donc, j'ai rencontré mon mari dans cette entreprise qui est néerlandais, qui souhaitait lui rentrer aux Pays-Bas. Et donc, il m'a demandé de le suivre, ce que j'ai fait. Et en arrivant aux Pays-Bas, bien sûr, j'aurais pu tout à fait, la situation s'y prêtait, donner des cours de français. Mais j'ai préféré essayer de poursuivre cette nouvelle aventure en entreprise suite à mon expérience en France. Et puis, bon, j'avais quand même un niveau d'anglais correct. Donc, si je n'avais eu que le français, ça aurait été plus difficile. Et donc, à partir de là, j'ai enchaîné voilà, dans l'informatique. Informatique, d'accord. Diamétralement opposé. B2B. J'étais déjà dans le domaine informatique, finalement, mais lié aux langues étrangères. Mais là, du coup, j'ai complètement laissé les langues pour pouvoir vraiment faire du B2B dans tout ce qui était hardware, software. Donc, pendant un petit moment, et j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que pour moi, c'était une façon de me dire, quand on est en France, on doit faire une école de commerce, on a des chemins un peu tout tracés, mais à partir du moment où on a une première expérience et un peu les langues étrangères pour nous soutenir, et des gens qui sont prêts à nous prendre sur notre motivation, comment on arrive à se vendre aussi, on peut tout à fait faire autre chose. Finalement, ça t'a ouvert des portes de sortir de France? Ah oui, complètement. Niveau carrière. Oui. Donc j'étais dans le corporate, pour des grandes entreprises. J'ai enchaîné donc plusieurs entreprises dans ce milieu-là. C'était passionnant. Tu es restée 17 ans, c'est ça, aux Pays-Bas? Voilà, 17 ans aux Pays-Bas, où donc nos enfants sont nés. Enfin, mon fils a 15 ans et demi, voilà. Donc, et à la naissance de mon fils, il y a eu une réorganisation au niveau de l'entreprise, un rachat. Donc, il fermait les opérations, ce qui fait que je n'ai plus travaillé pendant un petit moment. J'ai redonné quelques cours de français pour pouvoir faire quelque chose qui sonnait mieux. Je me suis aperçue que finalement, malgré l'énergie et la passion avec laquelle je faisais mon travail dans l'IT, il me manquait quelque chose d'essentiel, mais je n'arrivais pas encore à savoir quoi. Ça n'était pas en fait aligné avec certaines de mes valeurs. Et à la naissance de mon fils, vraiment là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse autre chose, et j'ai donc après changé de domaine. Alors, dans quoi tu es rentrée? Je suis rentrée, donc on va dire dans le domaine de la santé. Et finalement, dans tes jobs suivants, comment tu as pu rejoindre cette quête de sens? Je cherchais quelque chose pour aider les autres. Finalement, cette notion d'aider les autres se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, en voulant
Voilà, j'ai trouvé un poste dans une fondation, la fondation IDA, qui en fait était chargée, ou est chargée, puisqu'elle le fait toujours, de l'approvisionnement de médicaments essentiels aux pays en ayant le plus besoin. Donc pour pouvoir les aider à fournir des médicaments à bas prix, donc notamment aux pays d'Afrique, etc. Donc, j'ai travaillé pour le service des antirétroviraux, donc travaillé avec les Nations Unies, travaillé avec beaucoup de pharmacies locales. Tu étais en contact direct avec tous les acteurs, justement ? Absolument. Donc moi, j'ai toujours été, finalement, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'étais en relation avec tous les départements pour pouvoir, voilà, je faisais partie de la chaîne et donc je faisais des offres et je m'occupais, voilà, de l'acheminement par container, par train de médicaments pour pouvoir sauver des vies. Hein. Donc c'était une très belle mission. Ça a dû être dur de quitter ce poste-là. Oui, alors entre-temps, ma fille est née, notre fille est née. Bonne raison. Donc, et quand je suis revenue, on m'a proposé, toujours dans cette entreprise, parce que finalement, c'est même ça, a beau être une fondation, un but non lucratif, c'est géré comme une entreprise. On m'a proposé un autre service. Et bon, c'était différent, les choses avaient changé. Et là, ça m'apportait plus de stress qu'autre chose. Puis avec 2 enfants, c'était encore pas pareil. Donc j'ai fait une petite pause. Alors j'entends que tu as le critère du sens, de l'équilibre quand même avec ta vie privée. Oui. Ça, c'est des choses, même j'imagine aujourd'hui encore, tu te poses ces questions-là. Toujours. Oui. On a beau vouloir... Quand on est auto-entrepreneur, parfois justement, on donne tout son temps et la question de l'équilibre est délicate. C'est un délicat dilemme quotidien. Oui, il faut savoir, surtout maintenant en tant qu'auto-entrepreneuse, s'accorder des pauses. Alors... Et vraiment, ça, c'est très difficile pour moi. J'entends bien. En tant que passionnée dans ça, tout ce que je fais, il faut que je mette des Si freins. vous avez des conseils. Surtout au niveau des horaires, on n'en a pas forcément. Enfin, et oui, tu dois t'adapter un petit peu. Le matin très tôt, le soir assez tard. Donc, il faut pouvoir s'organiser. Oui, donc tu as un travail marathon. Et donc, après la naissance de ta fille, j'imagine que tu t'es laissé un petit peu de temps et tu as trouvé un autre travail. Je crois même qu'on t'a cherché, on t'a démarché. Alors absolument, j'avais dit, ok, je fais une pause, ce sont des moments précieux et donc j'en ai profité un petit moment et on est venu me chercher 1 fois, 2 fois pour un poste qui commençait à m'intriguer parce que c'était quelque chose de très nouveau dans une start-up, donc une structure encore complètement différente à Amsterdam. Et donc l'idée, ce qu'il faisait, c'était de proposer aux personnes en bonne santé de sauvegarder leurs cellules immunitaires, donc leurs petits soldats de défense immunitaire, leurs globules blancs, sans rentrer dans tous les détails, pour pouvoir ensuite donc on va dire les congeler, les mettre dans des cuves à moins 196 degrés pour pouvoir se les faire réinjecter. Donc c'est de l'autologue. Quelques années plus tard, en cas de cancer, donc évidemment dans un protocole médical, par exemple d'immunothérapie, pour pouvoir vraiment booster la thérapie pour que la personne guérisse plus vite. Et ça peut sauver vraiment du coup dans des cas de cancer et de... Alors sauver, pas forcément, enfin disons que c'est quelque chose qui a été entièrement nouveau, ça n'a jamais été fait et notamment en France. Beaucoup de gens les gens sont donneurs. C'est permis en France aussi ? Alors, les fondateurs de cette idée étaient en France, mais ils sont venus aux Pays-Bas pour faire toutes les opérations, puisque la France, le côté éthique ne fonctionnait pas. Les gens peuvent donner leur sang à tout le monde, mais pas à eux-mêmes. D'accord. Donc, c'est un côté très altruiste, c'est historiquement, voilà... comme ça, et certains pays l'acceptent, et notamment les Pays-Bas n'étaient pas contre. Donc, travailler avec vraiment deux prix Nobel, notamment de médecine, c'était assez impressionnant. J'imagine qu'ils ont vérifié que ce soit bien accepté par notre corps de remettre notre sang congelé d'il y a tant d'années. Alors là, c'était vraiment de la recherche, vraiment de la recherche pure, et puis... oui, forcément basé sur d'autres connaissances, protocoles. Tu l'as fait toi-même ? Oui, on m'a proposé de tester la procédure. Donc, j'ai mes cellules qui sont
à la banque de sang d'Amsterdam. On t'a pris combien de sang, juste par curiosité? Je ne me souviendrai plus parce qu'en fait, il y avait deux Un procédures. tube, ouais. Il y avait 2 procédures et donc j'ai fait la procédure légère, mais il fallait que je D'accord. teste puisque donc moi j'étais en fait sur tous les fronts, j'avais plusieurs casquettes, travaillé avec voilà les investisseurs indirectement, mais donc toute la partie gestion également du bureau, et des RH, enfin le marketing, faire des salons à Trop l'étranger. intéressant. Donc en fait, ça me sert énormément aujourd'hui. Je pense que avec du recul, je me dis que si je n'avais pas eu cette expérience-là, je pense que je n'aurais pas osé me lancer aujourd'hui pour faire Rendez-vous. D'accord. Ouais. Tu étais un petit peu comme une pionnière aux opérations, donc tu avais ce côté aussi entrepreneuse, démarchage. Absolument, j'étais D'accord, j'ai compris. l'entrepreneuse, mais je n'avais pas les risques Mhm. financiers puisque c'était à part. Donc c'était finalement... C'était super et voilà, le CEO me laissait carte blanche, il me faisait vraiment confiance pour pouvoir tout organiser. Donc c'était une très belle expérience. Jusqu'à ce qu'arrive le projet chocolat. Voilà, donc suite à ça, j'ai fait d'autres choses et donc toujours dans le domaine médical, passé ensuite aux cellules souches un petit moment, mais avec mon mari, nous souhaitions partir pour pouvoir aller dans un pays où on parle français, avec une très belle nature. Donc l'idée, c'était d'aller en Suisse, mais en Suisse romande au départ. Et pour ne pas trop perturber nos enfants et pouvoir en parler quand même librement, on avait un nom de code, on l'avait appelé le projet chocolat. J'adore. On aurait pu l'appeler projet fondu, raclette, mais c'est devenu projet chocolat. Et donc, voilà, on s'est mis en tête de partir en Suisse. Et il se trouve que lui a trouvé son emploi à Zurich. Et ça a été un peu un choc au départ, puisque la France me manquait. Après toutes ces années à l'étranger, je souhaitais pouvoir être avec plus de Français francophones, faire voilà, un brin d'humour, la légèreté, revenir un petit peu vers ça. Donc au départ, pas forcément contente. Et j'avoue que 4 ans après... Je n'ai jamais autant parlé français que depuis que je suis à Zurich, puisque la communauté française, francophone, apprécie beaucoup d'avoir leurs cours de course à pied en français. Mais oui. Et donc, comme quoi les choses ne sont jamais figées et parfois on arrive à voir le meilleur des deux mondes. Absolument. Mais je te rejoins aussi sur l'analyse de la communauté française ici, qui est très bien intégrée quand même globalement. Mais dans des efforts comme ça, dans des pratiques sportives, c'est tellement agréable de parler sa langue. Bon, alors pas trop mal au cœur d'avoir quitté les Pays-Bas, ce poste-là? Alors c'était difficile de quitter mon dernier poste parce que donc je travaillais pour le WMDA, le World Maradona Association. Encore une autre structure complètement différente aussi, donc à but non lucratif. Il s'agissait donc de la structure, on va dire, qui rassemble tous les centres de donneurs, donc de cellules souches, donc de moelle osseuse, pour les patients atteints notamment de cancer de sang, de leucémie grave, qui n'ont pas d'autres Donc là, alternatives que d'avoir un donneur. Ton pilier du sens, il avait toute sa place. Voilà, donc j'ai continué dans cette quête de sens pour pouvoir vraiment aider. Et donc là, mon poste, j'étais responsable de programme, donc de toute l'accréditation des centres, donc de donneurs. Et donc c'était une structure encore complètement différente. Il fallait vraiment comprendre, c'est assez niche, vraiment un monde à part, à côtoyer encore des chercheurs incroyables et des gens qui ont fait ça depuis toute leur vie, qui ont parfois eux-mêmes été atteints d'un cancer du sang et qui ont été sauvés grâce à un donneur. Donc vraiment des gens remplis de passion, d'humilité. Et c'était une très belle époque et j'ai beaucoup appris. Et malheureusement, au moment où je commençais vraiment à être dans mon élément, ils m'ont beaucoup formée. Donc aussi au niveau des cellules souches, j'ai dû reprendre des études forcément pour pouvoir savoir de quoi je parlais. Donc à ce moment-là, c'est là que mon mari a trouvé son poste. Je pensais pouvoir poursuivre ce travail en Suisse. Malheureusement, c'était trop compliqué. Donc
arrivé à Zurich, il a fallu repartir complètement à zéro. Mais je suis ravie de t'avoir invité aussi dans le podcast pour montrer que quand on rencontre quelqu'un ou on voit un compte Instagram avec une activité, ça ne définit pas la personne dans son entièreté. Et on voit bien que tu as eu plusieurs vies, que tu as toujours appris, été curieuse, tu t'es reconvertie donc plusieurs fois. Et je trouve ça pas mal de dire aux gens, ne limitez pas les personnes à une case ou à leur activité. Ce message-là, du coup. Merci. Et en fait, pour faire le lien avec la course à pied, finalement, la course à pied, c'est comme une école de vie. Ça nous apprend à nous adapter, à nous adapter aux conditions. Il pleut, j'y vais pas. Alors, tu y vas aussi quand il pleut? Ah, mais j'y vais par tous les temps. Il neige. Bon, si c'est gelé, je fais attention. Mais donc, en fait, on apprend à s'adapter. Et notamment là, en période Covid, difficile, c'est aussi un moment où beaucoup de personnes ont dû apprendre à s'adapter. Mais quand on a déjà eu la course à pied dans notre vie, je pense que ça nous apprend à vraiment à rebondir beaucoup plus vite et à pas se poser de questions, à se dire on trouve toujours un moyen. Si vraiment on veut atteindre un objectif, on veut courir le marathon de Paris avec des enfants, avec un travail, avec un mari qui travaille, on peut toujours. Il suffit vraiment de s'aménager. Un très beau message. Oui. Est-ce que tu veux aussi partager une citation ? On vient vers la fin de l'interview. Alors, restez branchés. Il y a la partie sportive, si j'arrive à bien faire mon montage, qui suit l'épisode. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez consulter sur YouTube. Donc, filmer dans mon jardin. Et donc, oui, est-ce que tu as une citation, Marie ? Oui, bien sûr. Donc, voilà, je voulais vous citer Antoine de Saint-Exupéry, un extrait du Petit Prince. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. » Ouais, très joli. C'est un peu ce que je vis quelque part et cette passion, elle me dévore au quotidien et j'espère transmettre le virus du running. Pas d'autre virus, mais celui-là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Écoute, je crois que je te réinviterai si ça continue, Francine. Je souhaite aussi, on se pose aussi des questions. Mais pour parler simplement des changements que tu as vus chez tes runners. Alors, tu vas avoir des impacts, des effets. On en parlera une prochaine fois. Merci à toi, Maric. Merci beaucoup, Jenny. C'était vraiment un moment très sympa. Pour moi aussi, j'apprends toujours plein de choses. Donc, je suis ravie. Merci à vous, chers auditeurs. Restez branchés. Je vous mets tout de suite le lien donc, vers la vidéo qu'on a filmée. Voilà. Merci à toi surtout de nous avoir raconté ta belle histoire, de nous avoir motivés pour la nouvelle année. Et de mon côté, je m'éclipse et je te remercie encore. Et à vous tous, à bientôt. À bientôt.